Moi, toute ma carrière a été en entreprise, mais j'aimerais vous dire que compte tenu de ma formation, qui est migrant d'école, milieu université, en France et à l'étranger, je suis très attaché à l'enseignement supérieur et à la recherche et j'ai toujours milité dans ma vie professionnelle pour le rapprochement entre les universités, les écoles, l'enseignement supérieur et les entreprises. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de présider et créer la première fondation de l'Université de Strasbourg quand Alain Beretz me l'a proposé. Ceci étant, je vais donc me placer dans cet exposé du point de vue des entreprises. Parce qu'en fait, pour bien coopérer, il faut se connaître réciproquement. Ça va être un des thèmes vraiment importants de mon exposé. Quels sont les besoins des entreprises pour être compétitives et se différencier de leurs concurrents? Comment ces besoins concernent l'université? J'aimerais faire un rappel dans deux domaines qui sous-tendent une bonne insertion des diplômés de l'université. C'est le sujet, bien sûr, de la formation des hommes et des femmes qui sont employés par les entreprises, et c'est aussi celui de la gestion de la recherche sur les produits et sur les process que les entreprises mettent en œuvre. Alors d'abord sur la formation. Je me place bien donc du point de vue des entreprises. Des personnes bien formées, ce sont des personnes qui, premièrement, ont le bagage de connaissances professionnelles nécessaires dans leurs fonctions. C'est le besoin évident d'adéquation. Deuxièmement, qui sont aptes à comprendre les besoins de leurs clients et donc à s'adapter rapidement à un environnement en évolution permanente. C'est le besoin de réactivité et de capacité à évoluer. Troisièmement, qui sont capables d'agir concrètement, simplement et vite. C'est le besoin de pragmatisme qui fait souvent défaut dans notre pays. Quatrièmement, des personnes qui savent travailler en équipe et entraîner leurs collaborateurs. C'est le besoin de leadership. Et enfin, des personnes qui sont ouvertes à l'international. C'est le besoin de connaissance d'autres cultures et d'autres façons de travailler, mais aussi un besoin de curiosité, de débrouillardise. Or, il s'avère que de telles personnes sont difficiles à trouver, même si on ne cherche pas nécessairement la totalité de ces qualités pour chaque personne dont on a besoin. Beaucoup d'entreprises éprouvent de grandes difficultés à satisfaire leurs besoins de recrutement, considérant, à tort ou à raison, que de nombreuses formations au niveau licence ou master sont trop déconnectées et ou en retard par rapport à leurs besoins réels. À la différence, et là j'en vois éventuellement une petite pique, mais on pourra s'en expliquer après, de certaines écoles grandes ou petites, publiques ou privées, qui s'adaptent souvent plus vite. L'accumulation de connaissances, le savoir, est souvent privilégié au détriment du savoir-faire ou du savoir-être. Pour bien des fonctions en entreprise, de bons bacs pro, des BTS, des licences, des diplômes d'IUT formés en apprentissage satisfont aux besoins réels. Bien sûr, les entreprises ont aussi besoin de titulaires, de masters, de diplômes d'ingénieurs ou de commerce et de docteurs. Mais n'oublions pas que toutes les entreprises n'ont pas besoin uniquement de docteurs ou de masters ou de diplômés du plus haut niveau. Maintenant, si on se place sur le sujet de la recherche, pour se développer et se différencier de leurs concurrents, les entreprises donc recherchent des produits et des process novateurs. Mais novateur ne veut pas dire seulement novateur technologiquement ou novateur dans des domaines de fabrication. La novation, elle est aussi dans le commercial, dans le marketing, dans l'administration, dans des domaines donc d'un autre ordre qui nécessitent de la même façon une capacité à innover. En fait, si on regarde bien, de moins en moins d'entreprises font de la recherche qu'on disait dans le temps fondamental de façon intensive. Même les grands groupes qui en faisaient beaucoup, la pharma, la chimie, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie notamment, en font moins par elles-mêmes. Elles préfèrent nouer des partenariats avec toutes sortes d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des pôles de compétitivité, des start-up ou même avec leurs fournisseurs et leurs équipementiers. En outre, les grands groupes internationalisent de plus en plus cette activité. Ils n'hésitent pas à la localiser partout dans le monde où des compétences existent. Car pour les entreprises, la vitesse et l'internationalisation sont clés. Par ailleurs,
Beaucoup d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire et de PME, développent aussi des produits par elles-mêmes. C'est la recherche qu'on appelait plutôt appliquée, ou des process, donc d'ingénierie technologique ou de management, qui doivent être adaptés aux usages et aux besoins des zones géographiques dans lesquelles elles opèrent. Donc l'innovation, comme je l'ai dit, n'est pas que technologique, elle réside souvent aussi dans le marketing, la gestion, la finance, les ressources humaines ou l'adaptation à d'autres cultures, ce qui est très important, sachant que beaucoup d'entreprises maintenant sont très fortement exportatrices et souvent dans des pays lointains. Dans ces deux domaines, recherche produit et recherche process, les liens avec l'université ont donc évolué. Les besoins directs des entreprises en personnel qualifié, et notamment en docteurs, sont moindres qu'ils n'ont pu l'être à certains moments, mais les besoins indirects dans des pôles de compétitivité, des CRIT, des startups, des joint ventures, des instituts de recherche plus ou moins spécialisés, les instituts Carnot ou les instituts allemands bien connus, se sont beaucoup accrus et internationalisés. On cherche toujours des gens très pointus, mais surtout capables de gérer des projets, de travailler en équipe et à l'international. Alors, ces évolutions, à mon avis, impliquent des réponses possibles et bien sûr qui existent déjà des universités. Comment les universités peuvent s'adapter à ces nouveaux besoins et tendances, en tout cas tels que je viens de les exprimer, si je puis dire, au nom des entreprises? Tout d'abord, en multipliant les contacts réciproques entre leurs facultés et les entreprises. Les stages, les visites, l'apprentissage, les sièges partagés dans des conseils d'administration. Tout ça, c'est l'occasion de rencontres. Et c'est à l'occasion de ces rencontres, à l'occasion d'une meilleure connaissance réciproque, que l'on commence à bâtir des projets communs entre les universités et les entreprises. Ensuite, en adaptant et en créant plus vite les nouvelles formations initiales et continues correspondant aux nouveaux besoins. Donc de nouvelles formations, notamment interdisciplinaires, qui impliquent aussi bien SHS, sciences dures, sciences de la vie, qui impliquent aussi de l'enseignement à distance, qui impliquent aussi des coopérations avec les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui sont voisines ou même pas voisines si on ne parle pas seulement du territoire. En fait, les universités doivent et peuvent répondre aux besoins exprimés par les entreprises. Pourquoi laisser le champ libre dans certains domaines aux CCI ou à d'autres acteurs, privés ou autres? Autre réponse des universités, la professionnalisation de la fonction de valorisation. Il faut offrir aux entreprises des guichets régionaux uniques. La bonne réponse, ce sont évidemment les sociétés de transfert technologique, comme celle qu'on a à Strasbourg par exemple, qui sont partagées avec les autres grands organismes de recherche que sont CNRS, INSERM, INRA, etc. Une autre réponse, c'est le développement du mécénat. Le développement du mécénat permet aux universités et aux entreprises de mieux se connaître, tant en profondeur que dans la durée. Le vrai rôle du mécénat, ce n'est pas simplement d'aller recueillir et chercher de l'argent auprès des entreprises, voire des particuliers, disons auprès de la société civile, c'est la création de nouveaux liens, c'est la création de relations qui vont durer dans le temps, qui vont pouvoir s'épanouir, qui vont pouvoir donner naissance à de nouveaux projets. Et enfin, last but not least, car c'est la clé de tous les points précédents, les entreprises doivent absolument développer leur réseau d'anciens dans toutes les disciplines, avec des bases de données ayant une structure commune exploitable par l'université mère. Les alumni sont une source inépuisable d'enrichissement matériel et immatériel pour leurs alma mater, comme le prouvent tous les exemples étrangers que chacun connaît. Et dans ce domaine, les universités françaises sont très en retard. Et il est vraiment important de mettre un coup d'accélérateur formidable dans ce domaine parce que c'est là qu'on va progresser. C'est surtout là qu'on va créer des réseaux qui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, permettront d'élargir les projets communs et les ressources qui seront à la disposition des universités. Vous me direz, tout ça, c'est tout un programme et je considère volontiers qu'il est important. Mais je vous rassure,
il est tout aussi important pour les entreprises, car les entreprises ont elles-mêmes réalisé qu'elles devaient s'adapter toujours plus vite, qu'elles devaient diversifier davantage leur recrutement. Je parle surtout ici des entreprises françaises qui recrutaient beaucoup dans les grandes écoles, et le problème ne se posant pas de la même façon dans la plupart des autres pays. Les entreprises doivent se rapprocher de la même façon des universités qui sont à leur porte. C'est la raison pour laquelle elles développent leurs investissements dans la formation à tous les niveaux. Lycée, BTS, centre d'apprentissage, école, université, IUT, université d'entreprise. C'est aussi la raison pour laquelle les entreprises investissent dans la valorisation, dans les startups et dans le mécénat. Et je dois dire que le développement de ces investissements est vivement encouragé par toutes les organisations professionnelles, MEDEF, UIMM, CGPME, UPA, etc. etc. Voilà rapidement les réflexions que je souhaitais partager avec vous. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et entrer sur peut-être des exemples plus concrets propres au territoire ou à ce qu'on peut faire, par exemple, au niveau de notre fondation dans le cadre des échanges qui vont suivre.